Bonjour, donc bienvenue pour ce chapitre 9 sur les moments cinétiques, sur le moment cinétique, les moments de force et les solides en rotation autour d'un axe fixe. Nous allons commencer par regarder le polycopier que je vous ai distribué ou que vous avez téléchargé. Et donc on va s'intéresser pour commencer à la première page au grand 1, petit 1, le moment cinétique. Alors, il y a toute une explication de fait avec un schéma, vous avez une formule qui vous est donnée, et la formule qui vous est donnée, c'est que L est égal à OM vectoriel M fois V. Alors, parfois, moi, c'est vrai que je noterai très souvent, j'aime bien, a priori, je le note comme ceci, sigma. Sigma, c'est le moment du point M par rapport au point O. D'accord? Donc, c'est OM, donc vectoriel MV, c'est exactement la même chose. Ok? De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Il s'agit du moment cinétique, et le moment cinétique, ça raconte le phénomène de rotation. C'est à peu près ça. Comment vous expliquer? Je vous ai mis un exemple ici d'une roue de vélo qui va donc qui tourne autour d'un axe fixe. Ici, si la roue de vélo, je la fais tourner dans ce sens-là, cette roue de vélo, son centre de gravité qui est ici, ne bouge pas. Et comme le centre de gravité ne bouge pas, on va pouvoir dire que la quantité de mouvement P, qui est égale à M fois V, est égale à 0. Donc on pourrait dire que ce moment, si on veut, que comme la quantité de mouvement P vaut 0, que ce solide ne possède pas d'énergie. Mais on voit bien qu'il y a une rotation autour d'un axe fixe et que cette roue de vélo possède quand même une certaine énergie qui sera placée dans la rotation. Alors, pour connaître, alors je vais le mettre comme ceci, pour connaître la direction de ce moment cinétique sigma ou L, vous placez votre main dans le sens de la rotation, votre main droite, pareil que le champ magnétique. Vous placez votre main dans le sens de la rotation, comme ceci, et vous sortez votre pouce. Ce qui fait que le moment cinétique de cette roue de vélo ici est comme ça, vers l'arrière du tableau. Si je décide de faire tourner la roue dans l'autre sens, le moment cinétique il est comme ça, je sors le pouce, et le moment cinétique il est ici, dirigé comme ça. D'accord? Donc le moment cinétique, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le fait que mon solide possède une certaine énergie dans la rotation. Et donc, plus le solide va se mettre à tourner vite, si on le met dans ce sens-là, plus le solide va tourner vite, plus le vecteur sigma sera grand comme ceci. Si la rotation est moins élevée, le vecteur sigma est toujours dans ce sens-là, mais beaucoup moins grand. Si la rotation a lieu vite dans l'autre sens, le vecteur sigma est très grand, mais cette fois-ci situé vers l'arrière du tableau. Passons maintenant au moment d'une force. Le moment d'une force, comment on le note? C'est le moment par rapport au point O d'une force F qui va s'appliquer sur mon objet. Par définition, ça sera OM vectoriel la force F. Alors très souvent, moi je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude-là, je fais un M un peu stylé, un M majuscule, moment de la force F, donc OM vectoriel F. D'accord, vous avez la définition. D'accord, vous pouvez faire plein d'opérations mathématiques, mais la question est, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente? Et moi, je vous propose de retourner sur la roue de vélo. Supposons que cette roue de vélo possède un moment cinétique sigma, ici dans ce système, nul. Sigma égale 0. Je vais exercer une force comme ça, vers le bas, à partir de ce point. Donc ça fera OM vectoriel F. Et ce OM vectoriel F, ça va fabriquer un moment. Ce moment de force, si je fais OM vectoriel F, OM vectoriel F, ça fabrique un moment de force qui est dirigé vers l'arrière du tableau. Et par conséquence, ça va influer sur le moment cinétique sigma. Si j'exerce une force dans ce sens-là, sachant que le moment de la force est dirigé dans ce sens-là, eh bien sigma va se mettre à augmenter, et puis sigma va vers l'arrière du tableau. A l'inverse, si ma roue de vélo possède déjà un moment cinétique sigma dirigé vers l'arrière, et moi j'exerce une force
dirigé dans l'autre sens, juste en posant mon doigt. La force F est comme ça. Ça fait OM vectoriel F. Ça fait un moment de force, moment M de force dirigé comme ça. Le sigma, le moment cinétique sigma, du coup d'avant, il était, on a dit, vers l'arrière. Le sigma est vers l'arrière, le moment est comme ça et qu'aura tendance à faire sigma. Sigma va diminuer, 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 parce qu'il y a un moment de force dirigé dans ce sens-là. Donc on sent bien que le moment de la force va influer sur sigma. D'accord? Ça va correspondre à ça. Si ma force F, je l'applique à une grande distance ici, ça va très bien fonctionner. Mais si ma force F, je l'applique ici, eh bien c'est beaucoup plus difficile de freiner la roue de vélo. Donc on aura moins d'influence parce que OM est plus petit. On sent bien de toute façon que si OM est plus petit, eh bien le moment de la force sera plus petit. Passons maintenant donc à la page numéro 2 et faisons le petit 3, le théorème du moment cinétique. Vous voyez dans l'encadré gris que le théorème du moment cinétique s'écrit d de sigma, ça c'est ma notation, d de sigma sur dt, donc par rapport au point O dans un référentiel R qu'on aura choisi galiléen, est égal à la somme des moments des forces. Et c'est ce qu'on avait un petit peu ressenti, c'est-à-dire qu'on sentait bien que le moment de la force F allait avoir une influence sur sigma, et l'influence sur sigma, ça va être les variations de. Mais je ne sais pas si vous remarquez aussi, donc ça bien évidemment c'est à connaître par cœur, mais il y a un autre théorème que vous connaissez déjà, c'est que la dérivée de la quantité de mouvement P par rapport au temps pris dans un référentiel galiléen R, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des forces. Ça, c'est une des lois de Newton. Mais d de P, qu'est-ce que c'est P? P, c'est égal à m fois V. Donc, comme le P à l'intérieur qui est ici, c'est égal à m fois V, ça fait d de m V sur dt, pris dans un référentiel galiléen. Mais comme la masse est une constante, on peut le sortir. Ça fait m d de V, m fois d de V sur dt. Et d de V sur dt, c'est la masse fois l'accélération. Donc en fait, la relation d de P sur dt qui est égale à la somme des forces, c'est somme des forces égale ma. Donc on voit bien que les forces F vont avoir une influence sur les variations de la quantité de mouvement P. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le moment des forces, la somme des moments des forces, va avoir une influence sur les variations de sigma par rapport au temps. Alors maintenant, je voudrais faire avec vous le grand 2, petit 2. C'est vrai qu'il y a toute la correction donc, dans le polycopier. Sur le pendule simple, vous avez le schéma donc, sous les yeux, où vous avez le poids P et la réaction R qui sont écrites. Il y a toute l'introduction qui est faite, donc le système, c'est le point M, le référentiel, le laboratoire, rapporté aux axes donc, qui sont notés ici, l'axe OX, OY, OZ. Et puis un référentiel cinématique, je l'ai noté ici. Un repère cylindrique, bien évidemment, vu que c'est un point M qui tourne autour d'un axe. Et donc la cinématique OM qui vaut LUR, et puis l'accélération A qui est donnée jusqu'ici. J'ai fait le bilan des forces, j'ai même projeté le poids P suivant le vecteur unitaire UR et Uθ, et la réaction R, la réaction du support, qui sur le schéma est notée grand T, mais c'est pas grave, ça marche quand même, moi je préfère R pour réaction. Et donc on en était là. Moi, je voudrais revoir avec vous comment, en utilisant le théorème du moment cinétique, est-ce qu'on pourrait retrouver la même équation différentielle qu'on a vue dans le chapitre 3 de mécanique. Alors, première chose à faire, c'est, à partir du poids P qui est ici, déterminer le moment du poids P. Le moment du poids P, par définition, c'est OM vectoriel la force. Donc c'est OM vectoriel P. Oui, mais c'est quoi OM? OM, c'est LUR. Donc ça nous fait LUR vectoriel, le poids P. On a mg cosinus θ, UR, plus, ou plutôt moins, mg sinus θ, Uθ. Comment est-ce qu'on fait ce calcul? UR vectoriel UR, résultat 0. UR vectoriel Uθ, UR vectoriel Uθ, ça nous fait UZ. C'est noté peut-être UZ sur le schéma? Oui, c'est noté UZ. Donc résultat, moins
M moins MGL sinus θ UZ. On fait de même avec l'autre. L'autre, c'est OM vectoriel R. Le OM, c'est LUR, vectoriel R. Et R, c'est moins RUR. UR vectoriel UR, 0. Conclusion, la réaction R n'aura pas d'influence sur sigma, tandis que le poids P aura une influence par l'intermédiaire de son moment cinétique M, en ayant une influence plutôt de façon négative. Alors, maintenant qu'on s'aperçoit que le moment va avoir une influence et qu'aucun moment suivant pour la réaction R, on va pouvoir utiliser, on se dit, le théorème du moment cinétique. Mais là, pour la somme des moments, c'est pas très compliqué. On fait juste la somme de ces deux-là. Donc là, ici, bien évidemment, 0 fois UZ. Mais il nous manque encore le sigma. Et donc le sigma, il faut le déterminer. Sigma, par définition, c'était quoi? C'était OM vectoriel M fois V. On a tout ce qu'il faut. Le OM, c'est LUR. Vectoriel M fois V, V, c'est Lθ point Uθ. Soit un sigma dans notre exemple qui vaut M L carré θ point UZ. Ça, c'est sigma. On va utiliser tout ça. Et donc, il faut faire la dérivée de sigma. Donc, faire la dérivée de ce truc-là. Dérivée de ça, ça fait M L carré θ 2 points suivant UZ égale somme des moments, moins MGL sinus θ UZ. Donc, les UZ s'éliminent. Donc, suivant UZ, qu'est-ce qu'on va trouver? Que MGL sinus θ plus ML carré θ 2 points est égal 0. Ou alors, on pourra mettre θ 2 points, on divise tout par ML carré. Si on divise tout par ML carré, ça fait plus G sur L sinus θ égale 0. Voilà. Donc, on retrouve bien l'équation différentielle qu'on avait trouvée dans le chapitre 3. Après, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Une petite remarque. Si θ est faible, sinus θ est à peu près égal à θ, on pose ça qui vaut donc oméga 0 carré, et puis après on résout notre système. Vous savez bien, cette équation différentielle n'a pas de solution. Elle aura des solutions que si θ est faible. Maintenant, on va s'intéresser à une porte banale, qui va tourner autour de l'axe Z repéré par la position θ. Et sur cette porte, on va exercer une force F qui aura plusieurs composantes. Une composante suivant UR, une composante suivant Uθ et une composante suivant UZ. Et notre but sera de donner un peu de sens physique à cette force et au moment de la force qui va s'appliquer sur la porte. Donc, on pourrait s'intéresser, puis vous voyez, on l'a décomposé en 3 morceaux. Une composante suivant UR, une composante suivant Uθ, une composante suivant UZ. La première chose qui vient à l'esprit, c'est que si vous prenez la porte et la poignée et puis que vous tirez comme ça, a priori, il ne va pas se passer grand-chose à part arracher la poignée, d'accord? Vous tirez comme ça, mais la porte, elle ne va pas tourner. De la même façon, si vous appuyez sur le haut, ou vous essayez de soulever la poignée ou appuyer sur la poignée, pareil, à part casser la poignée, vous n'allez rien faire d'autre ou la dégonder, eh bien, la porte, elle ne va pas se mettre en rotation. Et qu'est-ce qu'on ressent? On ressent bien que seule la force dirigée suivant Uθ va avoir une influence sur la rotation de la porte. Deuxième chose que vous savez déjà, je pense, c'est le point d'application. Là, on applique notre force sur la poignée. Cette poignée est située à une grande distance de l'axe de rotation. Mais par contre, imaginez vous essayez d'appuyer, mais cette fois-ci, sans doute que vous l'avez déjà fait, mais ouvrir une porte en appuyant en étant proche de l'axe. Eh bien, si on est proche de l'axe, eh bien, on sent bien que ça va être plus difficile à mettre en rotation la porte. D'accord? Et moi, ce que je voudrais traduire, tout ça, c'est comment est-ce qu'on pourrait traduire mathématiquement ce phénomène-là et ce qu'on vient de raconter.
Donc, seule la force dirigée suivant Uθ aura une influence sur la rotation. D'où, en fait, ce qu'on va appeler, ce qui est donné comme définition, la définition de m delta. Ce sera le moment de la force F qui nous intéresse, le moment comme on a vu tout à l'heure, scalaire, donc uz. Parce que seules les forces ou seuls les moments de force qui auront une influence ou une projection sur l'axe uz vont réussir à faire tourner la porte. D'accord? Donc l'idée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas calculer le m delta dans notre cas particulier? Et dans un premier temps, il faudra peut-être trouver le moment de cette force F. Alors, on va faire donc le moment de la force F par rapport au point O. Qu'est-ce que ça va donner? On va avoir OM vectoriel la force. OM, c'est R UR plus Z fois UZ. Et on fait le produit vectoriel avec donc FR UR plus Fθ Uθ plus Fz UZ. Premier terme, UR vectoriel UR 0, UR vectoriel Uθ, là ça va marcher, ça fait R Fθ UZ. Ensuite, deuxième terme, UR vectoriel UZ, UR vectoriel UZ, ça fait moins Uθ, donc moins R Fz Uθ. Ensuite, UZ vectoriel UR, UZ vectoriel UR, ça nous fait Uθ. Donc FR Z Uθ. Et pour terminer, UZ vectoriel Uθ, UZ vectoriel Uθ, ça fait moins UR. Donc, moins Z Fθ moins Fθ Z UR. Et puis le dernier, UZ vectoriel UZ, ça fait 0. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux que... Parce que c'est un solide de rotation autour d'un axe fixe, et cet axe fixe, c'est delta, et ce vecteur delta, c'est l'axe Z. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que les m delta, c'est-à-dire la projection de ce moment de force suivant l'axe UZ. Si on fait ça scalaire UZ, bah, qu'est-ce qui va vous rester? 0, 0, 0, et ici, R, Fθ. Qu'est-ce que ça veut dire? Que représente le R? Le R, en fait, c'est HM scalaire Fθ. Et c'est là qu'on ressent bien l'effet physique. Plus vous serez loin, plus le point M sera éloigné de l'axe, plus votre moment M delta sera élevé, plus votre force Fθ sera grande, évidemment, plus votre M delta sera grand. Et seule la projection de cette force suivant Uθ aura un effet. Donc vous pouvez noter que une force M delta positif aura un effet de rotation dans quel sens? Alors c'est assez simple. Si votre M delta est positif, ça veut dire que Fθ il est bien comme ça. Et donc ça va provoquer une rotation dans le sens des θ positifs. Une force M delta positif va essayer, en tout cas, de faire tourner la porte dans le sens des θ positifs. De la même façon, on va essayer d'inventer le moment cinétique sigma. Sigma indice delta, ou comme dans le polycopier noté L indice delta, qui va représenter en fait le fait que la porte tourne dans un sens ou tourne dans un autre autour de l'axe delta. Si la porte tourne dans ce sens-là, le moment cinétique est dirigé suivant Z. Si le moment cinétique tourne dans l'autre sens, le moment cinétique est dirigé suivant moins Z. Et donc, par définition, on pourrait donner que sigma delta ou L delta, ça serait sigma delta scalaire UZ. UZ étant le vecteur unitaire porté par l'axe delta. Alors on pourrait faire les calculs, essayer de transformer tout ça. Vous savez que sigma delta, ou plutôt sigma, le vecteur sigma par rapport au point O, qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est OM vectoriel M fois V. Oui, mais OM, c'est R UR plus Z fois le vecteur UZ. Alors, on le retrouve là, peut-être que je ne l'avais pas noté, mais R UR, qu'est-ce que c'est R? R, c'est cette distance-là, et Z, c'est la hauteur qui va jusqu'ici, d'ici.
Donc ça fait RUR plus Z fois UZ. Donc RUR plus ZUZ, ZUZ vectoriel M fois V. M fois V, mais il me faut aussi l'expression de V. Alors l'expression de V, c'est la dérivée de ça. Donc ça fait R point UR, R point UR, plus R θ point Uθ, plus Z point UZ. Alors si on fait le produit vectoriel, qu'est-ce que ça va donner? UR vectoriel UR, rien du tout. UR vectoriel Uθ, ça fait UZ. Donc R carré θ point UZ. UR vectoriel UZ, alors si on regarde bien, UR vectoriel UZ, ça fait moins Uθ. Donc ça fait moins R Z point Uθ. Deuxième morceau, UZ vectoriel UR. UZ vectoriel UR, ça fait donc Uθ. Z, il me manque les M aussi, à chaque fois. Tout sera multiplié par M. On va le mettre devant. Voilà. Donc, on va avoir, on était Z vectoriel UR, ça faisait Z vectoriel UR, ça faisait donc Uθ. Donc Z, R point Uθ. Ensuite, UZ vectoriel Uθ, UZ vectoriel Uθ, ça fait moins UR. Moins Z, R, θ point UR. Mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le produit scalaire suivant UZ. Comme c'est le produit scalaire suivant UZ, ça s'en va, ça s'en va, et ça s'en va. Et il vous reste seulement ça. Donc, sigma indice delta, ou que l'on note L indice delta, peu m'importe, ça fait M R carré θ point. Ça, c'est le moment cinétique pour un point M en rotation autour d'un axe fixe. Hein, pour un point M. On vient de voir à l'instant que le moment cinétique suivant l'axe delta, c'est mr carré θ point. Mais attention, ce moment cinétique sigma est valable pour un point M, est valable pour ce point M autour de l'axe delta. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la porte entière, ou le solide entier. Et le solide, il n'est pas composé que d'un seul point, il est composé d'une multitude de points. Et comme il est composé d'une multitude de points, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour avoir le moment cinétique sigma L delta ou sigma delta du solide entier? Il va falloir faire la somme sur I de tous les points MI, RI carré fois θ point I. La somme sur I variant de 1 jusqu'à l'infini. Bah, évidemment, cette porte elle peut être composée d'une multitude de points qui sont évidemment infinis. Donc, si on prend un point I au hasard, alors je vais prendre une autre couleur, prendre du jaune par exemple, eh bien, ce point I qui est ici, il est bien situé à une distance R indice I, et sur ce point I qui est ici, il y a la masse MI. Et si on fait la somme de toutes les masses, ça vous fait la masse totale de la porte, et donc chaque point I est situé à une distance particulière de l'axe. Tout le monde n'est pas à la même distance. Mais par contre, il y a un point commun entre tous ces points I. C'est qu'ils ont tous la même vitesse angulaire θ point I. La porte, elle tourne, tous les points tournent en même temps. Donc ici, l'indice, il est un peu superflu. Donc ça veut dire que sigma indice delta, qui est égal à la somme sur I des MI RI carré, je pourrais mettre juste θ point. Donc sigma delta, ça fera, on pourra même factoriser, somme sur I des MI RI carré fois θ point. Ensuite, on va poser et on va nous nommer J fois θ point. Et J, ça s'appelle le moment d'inertie. On pose J qui est égal à la somme sur I des MI RI carré. Alors ce moment d'inertie J, moi je le note J, d'autres personnes le notent aussi. Moment d'inertie, en même temps c'est pas si bête que ça. Beaucoup de personnes aussi le notent donc grand I. Et ça c'est bien à connaître que grand I ou J, moment d'inertie,
le moment d'inertie est égal à la somme sur I des MI RI carré. Complétons le petit d et le moment d'inertie d'un solide. Alors, lorsque vous avez affaire à un axe delta ou un solide composé d'une multitude de points comme ceci, des points indépendants, eh bien, on peut écrire que sigma delta est égal à J fois θ point avec J qui correspond bien à la somme sur I des MI RI carré. Chaque point possède sa masse, donc MI, située à une distance RI, le point numéro 1, la masse M1, située à la distance numéro R1, le point 2, le point 3, etc. Et puis vous faites la somme. En même temps, un solide composé comme ça n'arrive pas très souvent. Alors, c'est pour ça que quand vous avez un solide en rotation autour d'un axe delta, par exemple comme ceci, mais quand vous avez une distribution continue, eh bien, il va falloir délimiter. Il va falloir délimiter un petit volume, voilà, et ce petit volume va posséder une petite masse dm. Et d'ailleurs, dm, ça sera égal à ρ fois dv, mais bon, ça c'est entre parenthèses, on n'est pas obligé. Cette petite masse dm sera située à la distance r, d'accord, de l'axe. Et pour avoir le moment cinétique J ou I, il faudra faire la somme sur I dRI dMI RI carré. Oui, mais il faudra faire la somme sur, parce que c'est une somme continue, ça ne sera plus une somme discrète, la somme pour tous les points. Donc des R carré fois dm. Ensuite, il faudra paramétrer évidemment le point, le petit cube, pour reconstruire le volume tout entier et puis retrouver la valeur de J. En bas de la page numéro 5, on vous donne des exemples de valeurs de moment d'inertie. Donc pour un axe mince, pour un disque fin, etc., on ne vous demande pas du tout de les apprendre, hein, ils vous seront donnés. Aucun intérêt de réapprendre tout ça. Mais il y a un exemple qui vous est fait, c'est à la page numéro 6, et on vous demande le moment d'inertie d'un pendule simple. À quoi ça va correspondre? Qu'est-ce que c'est un pendule simple? Un pendule simple, il n'y a rien de plus simple justement, c'est juste un point M accroché au bout d'un fil. Situer un point M, situer la distance L au bout d'un fil. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de J indice delta pour le pendule simple? C'est la somme sur I des MI RI carré. Ah mais ici, il n'y a qu'un seul point M situé à une seule distance. Le point M, on va dire qu'il a une masse petit m, donc ça fait M, L carré. Maintenant, théorème du transport. Théorème du transport, c'est lorsque on vous donne un moment d'inertie par rapport à un axe delta, on vous donne J indice delta, ça c'est donné, mais nous, on a une rotation autour d'un autre axe. Un autre axe situé parallèle au premier, situé à une distance, c'est noté petit d. Et l'idée, ce serait, est-ce qu'on ne pourrait pas exprimer J indice delta prime en fonction de J indice delta? Je répète, J indice delta, c'est donné, d'accord? Et nous, on voudrait J indice delta prime. Eh bien, c'est assez simple. Pour passer de l'un à l'autre, vous prenez la masse totale. Vous prenez la masse totale de votre système qui est ici. Ce système est situé à la distance d. Donc vous faites masse totale fois d carré. Ce qui fait que la masse totale est en train de tourner autour de l'axe delta prime. Plus, vous rajoutez votre J delta, et ainsi, vous avez votre J indice delta prime. Ça, c'est le théorème du transport. Nous allons reprendre le théorème du moment cinétique, et on va commencer pour un point M. Le théorème du moment cinétique pour un point M s'écrit d de sigma sur dt est égal à la somme des moments des forces. Là, pour un point M, ça va être assez simple. Vous avez juste, ou on a juste à multiplier par le vecteur unitaire K, ou le vecteur unitaire UZ qui correspond au vecteur unitaire porté par l'axe delta. Et très rapidement, ce K, il peut rentrer à l'intérieur. Ça fait D de sigma scalaire K, soit D de sigma delta sur dt
est égale à la somme des m delta. Donc pour un point M en rotation autour d'un axe fixe, vous pouvez l'utiliser directement en scalaire. Ça, c'est le théorème du moment cinétique pour un point M écrit de façon scalaire. Cette fois-ci, pour un solide, on va déterminer le moment cinétique sigma delta. Alors sigma delta, c'est égal à quoi? On sait que c'est égal à la somme sur I des mi ri carré fois θ point, ou alors on peut noter J indice delta fois θ point. Jusqu'ici, ça va. Ensuite, on va partir sur d de sigma delta sur dt. Ça correspond à quoi d de sigma delta sur dt? D de J indice delta fois θ point divisé par dt, c'est égal à J delta fois d θ point sur dt. Soit J d de oméga sur dt. Oméga, c'est la vitesse angulaire. Oméga, c'est θ point. Soit J oméga point. Ou J θ de point. Et comme d de sigma sur dt est égal à j θ de point, c'est aussi égal à la somme des m delta. Et donc, ça, c'est le théorème du moment cinétique scalaire pour un solide en rotation autour d'un axe fixe, où j indice delta est le moment d'inertie du solide. Qu'est-ce qu'il en est du point de vue énergétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe? On va essayer de déterminer l'énergie cinétique de notre solide. L'énergie cinétique de notre solide, ce qui paraît plutôt logique, moi je trouve, c'est que c'est la somme sur I de toutes les énergies cinétiques de tous les points I. On prend tous les points I, on en fait la somme, et on aura l'énergie cinétique de tout notre solide. Soit, somme sur I, énergie cinétique c'est 1 demi de mi vi carré, comme ça, somme sur I des 1 demi de mi, et là l'idée c'est la vitesse. La vitesse, c'est quoi? La vitesse, ça sera égal à R fois θ point. Plus vous êtes loin de l'axe, plus la vitesse est grande. Pour chaque point I, VI, ça sera donc RI, on pourrait mettre un R minuscule, RI fois θ point. Donc on pourrait mettre RI carré fois θ point carré. Comme tout à l'heure, les θ points sont tous identiques. On peut sortir le 1,5. On fait somme sur I des mi RI carré, le tout en bloc, fois θ point carré. D'où on retrouve à nouveau le moment d'inertie, 1,5 de J fois θ point carré. Ça, c'est l'énergie cinétique de notre solide à connaître, comme ça vous pouvez l'utiliser directement. 1,5 de J θ point carré. Ça ressemble beaucoup à 1,5 de mv carré. Maintenant, la puissance d'une force. La puissance d'une force P, c'est égal au travail divisé par le temps. La puissance, c'est en watts, le travail en joules et le temps en secondes. Il ne reste plus qu'à déterminer le travail. La définition du travail d'une force, c'est F scalaire dm sur dt. Soit, en fait, F fois V. La force F est composée de quoi? De FR UR plus Fθ Uθ plus Fz Uz. Et on va faire le produit scalaire avec V. Alors on ne va pas s'embêter énormément, on va prendre notre vitesse V, on va prendre une vitesse ou un point M qui est en rotation autour d'un axe fixe. Donc un peu comme celle-ci. Donc ça nous fera du R fois θ point dirigé suivant Uθ. D'accord? À une distance R, un axe delta, un point M, et puis une vitesse V avec le point M qui tourne autour de l'axe delta. Donc ça nous fait quoi? Rθ point fois Uθ. Si on fait le produit scalaire, il va ressortir F θ R θ point. Et maintenant, ça c'est la puissance P. Maintenant, il va falloir essayer de voir à quoi ça correspond par rapport au moment. On sait que par définition, c'est égal à OM vectoriel F. Soit, dans notre cas particulier, RUR vectoriel F.
Si vous faites les calculs, vous tombez sur RFθ suivant le vecteur unitaire K, UZ, moins RFZ, Uθ. Et pour terminer, moi ce qui m'intéresserait, c'est M delta. M delta, c'est la même chose que le moment par rapport au point O de cette force F, mais scalaire UZ ou scalaire K. Donc il va vous rester que RFθ. Conclusion, la puissance P est égale à M delta fois θ point. On va plutôt l'écrire comme ça. La puissance P est égale à M delta fois θ point. Donc là, c'est votre deuxième formule que vous pouvez garder dans un coin si vous en avez besoin. Pour terminer, on va déterminer le travail. D'après la formule d'avant, le travail, c'est égal à P fois dt. Et P, on vient de dire que c'était M delta fois θ point, donc fois dt. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de θ point? C'est dθ sur dt. Les dt s'éliminent. Et donc, on a le travail qui est égal à M delta fois dθ. Conclusion, le travail, si on veut faire la primitive, le travail de la force F, ça sera la somme des M delta dθ pour θ variant de l'état initial, θ initial si on veut, jusqu'à θ final. Mais cette formule, elle est quand même beaucoup moins utilisée. Toute dernière partie de ce chapitre sur le pendule pesant et une expérience au bureau du professeur. Enfin bon, le bureau, ce sera plutôt en vidéo. Donc, l'objectif est de déterminer le moment d'inertie J ou I de la règle du professeur par rapport à son point d'attache. Et donc, on vous propose de trouver une expérience permettant de déterminer ce J ou ce I, ce moment d'inertie. Vous avez à disposition une balance, un mètre, donc un système d'accroche pour la règle, et donc un chronomètre. Je vous laisse réfléchir et on donne la réponse tout de suite. L'idée est la suivante. En fait, on pourrait fixer, donc là je ne l'ai pas, mais habituellement on le fait, l'idée est de fixer ici, à l'aide d'une tige, votre règle, qui, j'ai pris avec une balance, j'ai mesuré une masse de 190 grammes, et de la lâcher sans vitesse initiale. En la lâchant sans vitesse initiale, et sur plusieurs oscillations, on mesure la période des oscillations. On peut mesurer une période T, par exemple, de, alors on avait déjà déterminé l'année dernière, 1,56 secondes. Alors bien sûr, on l'avait fait sur 10 périodes, et donc on a divisé par 10 pour avoir un résultat plus précis. La masse, je vous la donne, donc 190 grammes. Et donc la longueur de la règle, la longueur L, on l'avait prise. Alors par rapport au point de fixation, parce que ça dépasse toujours un petit peu, on avait une longueur L, grand L, et cette longueur grand L était de 81 mètres quasiment. On avait 97,3 mètres, enfin centimètres c'est mieux. Et donc il restait environ de l'autre côté environ 2 cm. Donc pour faire cet exercice, c'est un exercice très intéressant, je pense qu'il faut aussi l'écrire sur votre cours. C'est notre système, c'est la règle de masse petit m, 190 grammes, le référentiel de laboratoire, je l'ai posé ici sur mon schéma, un repère cylindrique, ça paraît logique, c'est une rotation autour d'un axe fixe, et j'ai fait la cinématique. Et j'ai fait la cinématique du point G, qui est le centre de gravité de notre règle. Donc OG, c'est L sur 2 fois UR, L sur 2 θ point UR, Uθ pour la vitesse V, et donc L sur 2 θ point Uθ moins L sur 2 θ point UR pour le vecteur accélération. À partir de là, j'ai écrit sur le schéma le poids P et la réaction R, et vite fait, on pourrait projeter ces deux composantes. Donc pour le poids P, on aurait donc mg cosinus θ et moins mg sinus θ. Et pour la réaction R, elle va avoir en deux composantes, hein, on pourra le mettre. On ne sait pas, en tout cas on sait que la réaction R sera perpendiculaire au support, sachant que le support c'est une tige comme ça.
la réaction R va appartenir au plan du tableau. Quelle direction elle va avoir, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'elle sera dirigée que suivant UR, que suivant Uθ ou une composante des deux, j'en sais rien. Alors que je mets R1 et R2. Ensuite, deuxième étape, je vais déterminer le moment du poids P. Pour avoir le moment du poids P, il faut que je fasse O, donc par rapport au point O qu'on fait ça, hein, OG vectoriel P. Le calcul de OG vectoriel P, ça va faire L sur 2 fois UR, vectoriel le poids P c'est mg cosinus θ moins mg sinus θ. Résultat des cours, ça fait quoi ça? UR vectoriel UR, 0, UR vectoriel Uθ, ça fait UZ. L sur 2, il y a même un moins qui traîne devant, moins L sur 2 mg sinus θ, UZ. Mais je voudrais bien aller jusqu'au bout. Ça, c'est le moment par rapport au point O de ce poids P. C'est pas fini, parce que moi, je voudrais avoir M delta. Delta, qu'est-ce que c'est? Delta, c'est une droite qui a pour vecteur unitaire UZ. En fait, c'est la droite qui est ici. Donc, M delta, ça sera le moment, enfin, du poids P, évidemment. M delta du poids P, ça sera le moment, il manque un vecteur là, le moment par rapport au point O de ce poids P, scalaire, UZ. Et qu'est-ce qu'il vous reste? Moins MGL sur 2 sinus θ. Ça, c'est le moment par rapport à delta du poids P. Ça, on va le garder. De la même façon, ici, avec la réaction R, il faudrait que je calcule le moment de cette réaction R par rapport au point O. Ça fera quoi? O. Et où est attaché le point O, où a lieu la réaction? À partir du point O. Donc ça fait OO vectoriel R. Donc on comprend tout de suite que OO vectoriel R, ça nous fera le vecteur nul. Donc le moment par rapport à delta de la réaction R, ça nous fera 0. Utilisons maintenant le théorème du moment cinétique scalaire par rapport à un axe delta, qui nous dit que d de sigma delta sur dt est égal à m delta. Hein, on est bien dans un référentiel qui est galiléen, donc on a le droit de l'utiliser. Qui est égal à la somme des m delta, ça sera mieux, ici il y en a plusieurs, même s'il y en a un qui vaut 0. Alors, par contre, avant de l'utiliser, il nous faut sigma, le moment cinétique par rapport au point O du point M, ou du solide. Alors, on ne va pas faire plutôt comme ça, de la règle. Mais là, vous avez tout de suite la réponse, parce que sigma, alors je vais le mettre directement sigma delta, c'est écrit dans le cours, pour un solide en rotation autour d'un axe fixe, eh bien, sigma delta, c'est égal à J fois θ point. Directement. C'est le moment cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc, d de sigma delta, ce sera égal à quoi d de sigma delta? J θ2 point, le J qu'on recherche, qui est égal à la somme des moments. Et la somme des moments, on a ça et ça. Donc, qui est égal à moins m GL sur 2 sinus θ, plus, bien sûr, plus 0, ce petit morceau-là. Donc, θ2 point, plus MGL sur 2J, on pourrait l'écrire comme ça, on passe ça de l'autre côté, on divise tout par J, sinus θ, égale 0. Ça, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oméga 0 carré. On se met dans le cas où θ faible, ou pour des petites oscillations autour de la position d'équilibre. Donc vous prenez à partir d'un angle θ, par exemple, qui vaut 20 degrés ou 10 degrés, vous faites des petites oscillations. Et si vous faites des petites oscillations, si θ donc est faible, vous avez θ2 point plus oméga 0 carré θ égale 0. C'est une équation différentielle que vous connaissez bien. Et puis à l'intérieur, vous avez la période T0 qui vaut donc 2π sur oméga 0, soit 2π racine carrée de 2j sur mgl. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Ce qui nous intéresse, c'est le j qui est ici. Donc il faudra essayer de le ressortir. Donc on pourrait faire tout au carré.
On divise par 2pi. On multiplie par mgl. On divise à nouveau par 2. Et ça nous donne j. T0, on l'a, 1,56. La masse M, 190 grammes. G, 9,81. La longueur L, 97,3 cm. 2pi fois 2. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Si on fait l'application numérique, on trouve un J, une valeur expérimentale pour J, pour le moment d'inertie. J expérimental. J'ai 5,7 fois 10 puissance moins 2. Alors, quelle est l'unité de J? Eh bien, l'unité de J, c'est des kilogrammes mètre carré. Il faudra faire la correspondance. Il faut regarder l'unité de sigma, l'unité de θ point. Et donc, vous avez l'unité de J correspondante. Alors, pour s'en assurer, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est déterminer de façon théorique l'expression de J. Alors, de façon théorique, qu'est-ce qu'on va avoir? Si vous regardez votre polycopier où vous avez à la page numéro 2 ou à la page numéro 3, on vous donne quelques valeurs de moment d'inertie. On vous donne, dans le cas petit 1 pour un axe mince, on vous dit que J est égal à m a carré sur 12. À quoi correspond le A? À quoi correspond le 12? À quoi correspond M? Bien, ça correspond exactement où vous avez un solide, ou une règle, c'est un peu ça, qui est en rotation autour de son centre de gravité G. Mais nous, on n'est pas en train de tourner autour du centre de gravité, on est en train de tourner autour du point O. Donc là, je vais mettre J indice G pour bien montrer que c'est le moment d'inertie par rapport au centre de gravité G, où A, en fait, correspond à la longueur. Donc dans notre expérience, nous, ce A, ça correspond à L. Et moi, je voudrais J indice Z. Z étant l'axe qui est comme ça. J indice Z, ça va donner quoi? On aura donc M, la masse de la règle, fois la distance qu'on l'utilise au carré, plus J indice G. Ça, c'est le théorème du transport. C'est-à-dire qu'on peut décaler le moment d'inertie pour calculer en un point ou en un autre. Si on fait ce calcul, ça fait quoi? M, la masse, on l'a? Oui. La longueur L, on l'a aussi. Le J indice G, c'est ml carré sur 12. Si on fait la correspondance, donc 3 fois 3, ça fait donc 3L carré. 3, ça fait 4. 4L carré sur 12. Donc ça nous fait une valeur de 3 fois 4, 12. L carré sur 3. Ça, c'est le résultat théorique du moment d'inertie. Donc J indice Z ou J théorique, ça va donner quoi? Si on fait le calcul, vous aurez un J théorique, donc 1 tiers de ml carré, c'est bien ça. Et si vous faites le calcul, moi j'ai 6 fois 10 puissance moins 2 kg mètre carré. Donc on voit bien que ça correspond quand même très très bien.